sur le chemin du « devenir soi ». Il fait prendre conscience de son unicité, de ce qu'on n'a qu'une vie à vivre, et qu'elle est nécessairement différente de toutes les autres. L'unicité est l'autre versant de la solitude. Même si plusieurs milliards d'individus vivent en ce moment même sur cette planète, même si des millions de tâches identiques doivent être accomplies sur tous les continents, aucun être humain, depuis l'aube des temps, n'est semblable à aucun autre. Chaque humain est unique, différent de tous les autres, biologiquement, géographiquement, culturellement, historiquement. Chacun dispose de caractéristiques que nul n'a jamais eues avant lui et que nul n'aura après lui. Chacun a des pensées uniques. Chacun emprunte, pour penser et vivre, des itinéraires qui lui sont propres. Chacun peut faire pour soi et pour d'autres, dans son travail et le reste de sa vie, des choses que personne d'autre n'a faites et ne pourrait faire de même façon. Les exemples déjà évoqués ont bien montré que même le plus handicapé, le plus pauvre, le plus tragiquement éloigné de lui-même, le moins conscient de ses propres dons, peut apporter quelque chose de spécifique au monde, rendre un service unique, se trouver. Personne n'est condamné à mener une vie dictée par les autres, nul n'est condamné à ne pas être lui-même. La quatrième étape de cette introspection est donc une réflexion sur ce en quoi on est différent des autres, sur son unicité dans l'univers, sur les circonstances qui ont pu nous conduire à l'oublier, sur le soin à prendre pour ne plus la négliger. Il faut dès lors comprendre que le but ultime de toute vie n'est en aucun cas survivre, en résigné réclamant, mais de survivre, en créateur, autrement dit de mener une survie, définie selon ses propres valeurs et ses aspirations, une vie que personne d'autre ne pourrait concevoir de même façon. Elle conduit à renverser la table, à ne pas faire ce que les autres attendent de soi, à cesser de penser sa réussite en fonction de critères imposés par les autres, à ne rien faire qui pourrait être fait aussi bien par d'autres, à ne pas occuper une fonction qu'un autre pourrait mieux remplir, à tenter de ne faire que quelque chose d'unique, à tenter de découvrir ce qui est unique en soi, de quel don on dispose. Et cela est vrai tant pour son métier que dans ses amours, sa façon de vivre, son lieu de vie, ses distractions. Même si on est contraint, par la vie, au moins pour un temps, à ne pas faire le métier dont on a envie, on peut le faire autrement que tout autre, chercher son unicité en d'autres domaines que le travail en attendant d'en changer. Par exemple, si on doit durablement exercer une profession qui ne correspond pas à sa vocation ou à son talent, il existe maintes façons de l'exercer. Et on peut, tout en cherchant à lui échapper au plus tôt, trouver son unicité, dans ce qu'on collectionne, dans des loisirs ou des bricolages qui peuvent finir, on l'a vu, par devenir un métier. Et mieux encore, dans l'amour qu'on prodigue aux autres. Cela doit enfin conduire à trouver le courage de se choisir plusieurs fois, de se débrouiller sans répit, différemment. La bonne vie, la bonne survie, est une existence où l'on se cherche en permanence, où l'on se trouve et se perd 1000 fois successivement, et aussi, si possible, simultanément. La vie ne peut rester unique, justement parce qu'elle est unique. Tel est l'aboutissement de la quatrième étape. Se trouver, se choisir. Une fois franchi ces 4 étapes, on réalise qu'on est beaucoup plus libre de se choisir un projet de vie qu'on ne le croit, qu'on l'est à tout âge, qu'on peut être, pour soi, l'utopie dont on rêve pour le monde. Comme l'écrit Pierre Rabhi dans sa préface à La planète au pillage de Fairfield Osborne, l'utopie a besoin d'un espace vierge libéré des schémas conventionnels qui stérilisent l'imagination en laissant entendre que l'impossible n'est pas possible. C'est aussi ce que veut dire l'anthropologue américain Carlos Castaneda quand, au début de L'herbe du diable et la petite fumée, il explique que Don Juan Matus, le sorcier yaqui, sans doute imaginaire, qu'il a choisi pour maître lui demande d'abord de ramper dans la pièce où se déroule leur conversation pour y trouver sa place, celle d'où il pourra recevoir son enseignement. Trouver sa place est l'aboutissement de ces 4 premières étapes. On comprend dès lors que le chemin qui précède est nécessaire pour que ce choix de vie, ce devenir soi, soit intégré, solidement enraciné. Et pas seulement une réaction de colère contre le pouvoir des autres, contre l'impuissance de l'État, contre sa solitude et ses échecs. Une confiance en soi, une sérénité qui permette de penser, oui, je suis capable, oui, je suis meilleur que je le crois. Oui, je peux agir. Oui, je peux réussir. Voilà qui permet enfin de trouver le courage de franchir la dernière étape et de choisir quels dons inexploités, physiques, artistiques ou intellectuels, quelle passion étouffée on peut enfin se décider à mettre en œuvre. Devenir soi n'est jamais devenir viol, sinon quand, sacrifice ultime. Le « devenir soi » des autres, leur liberté, suppose le don de soi. Hors de ces extrêmes, rien ne doit limiter ce choix, ni l'âge ni l'argent, les exemples évoqués plus haut montrent que la réussite vient autant à des démunis qu'à des héritiers, et que le choix de vie peut avoir lieu à tout moment. Tout dépend du chemin parcouru, en un éclair ou en 10 ans. Pour rassembler l'énergie qu'on y met, les forces qu'on entend y consacrer, l'audace qu'on veut bien y investir.
En particulier, le choix d'un métier peut alors conduire à révéler une vocation enfouie depuis l'enfance, ou à la transformation d'une distraction, d'un sport ou d'un passe-temps en activité à temps plein. Cela passe évidemment par une formation, une orientation, une curiosité nourrie par les 4 étapes précédentes. Pour certains, le choix est de créer une entreprise en devenant soit un entrepreneur de l'envie, soit un entrepreneur de la survie. Chez les premiers, l'entrepreneuriat est en grande partie la conséquence, si ce n'est d'une passion, au moins d'un intérêt marqué pour un domaine donné. La passion suscite en eux des idées, les aide à entrevoir des opportunités qu'ils décident de mettre à profit en créant une entreprise dans un domaine clairement souhaité. Chez les seconds, l'entrepreneuriat est principalement la conséquence d'un besoin, celui de survivre ou de mieux vivre. On devient alors entrepreneur dans un domaine de hasard pour nourrir sa famille, payer les études de ses enfants, sortir des bidonvilles, se réorienter après un licenciement. On peut aussi bien être l'un et l'autre. Dans tous les cas, l'ambition ne doit pas être de chercher un emploi, mais des gens à qui rendre service, c'est-à-dire des clients. Puis de chercher quel service n'est pas encore rendu et pourrait l'être d'une façon si satisfaisante que des gens pourraient y consacrer une partie des ressources qu'ils consacrent pour leur à autre chose. Voilà qui incite aussi à comprendre quelle sexualité, quel amour, quel pays choisir. Et quand, malgré tout, on ne fait pas le choix de ce qu'on croit vouloir, ni dans sa vie privée ni dans sa vie professionnelle ni dans une action politique ou militante, si on fait consciemment le choix de retourner au statut de résigné réclamant, au confort de l'aliénation, sans plus invoquer le prétexte ou la justification de contrainte, c'est qu'on est retenu par l'angoisse du choix, qui rend la liberté parfois plus difficile à vivre que la dictature. C'est que son soi-disant projet de vie n'est qu'une image de soi qu'on aime à renvoyer aux autres. Cela conduit enfin à comprendre que chaque autre, voisin ou lointain, est aussi un être plein, entier, prometteur. Et que se choisir peut être aussi aider les autres à en faire autant. Que les anciens sont des trésors en sommeil, que les jeunes sont des promesses à tenir, que tous sont des génies à découvrir. Et que les aider peut faire partie intégrante de son propre bonheur, on reçoit beaucoup de ceux à qui on donne. Ainsi, pour apprendre, il faut enseigner, partager un savoir est une formidable façon de faire surgir des idées enfouies en soi. Rien n'est plus passionnant que d'aider en particulier les enfants à se trouver, à comprendre en quoi ils sont uniques. Mais toute médaille a son revers, choisir d'aider les autres à se trouver peut conduire à s'en faire des ennemis, car nul n'aime devoir quoi que ce soit à qui que ce soit, et bien des débiteurs n'ont rien de plus pressé que d'oublier, voire haïr leurs créanciers. Il faut donc être préparé, si on choisit d'aider les autres à se trouver, à affronter jalousie et ingratitude, si on a bien parcouru tout ce chemin, ce risque peut être assumé avec le sourire.